Salut tout le monde, bienvenue en Classé 18+, salut Médoc. Yeah, Thierry. Alors Classé 18+, bon, il y a quand même une particularité, c'est que la plupart du temps, les titres qu'on critique ou dont on parle dans l'émission sont des blockbusters. C'est vraiment les gros jeux avec le bon tampon 18+, qui sont là pour toucher des millions de personnes. Ouais. Donc on en a un comme ça dans l'émission, en reportage, mais tout le reste, c'est des productions un petit peu plus petites, un peu plus indé, un peu plus différentes, et ce qui donne, je trouve, à cette émission un ton particulier. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Mortel, on va voir ça avec le sommaire ou pas? Bah c'est parti. On commence avec la critique flash de The Walking Dead, le premier épisode. Suivi de la critique de Lone Survivor sur PC. On enchaîne avec 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et enfin, comme on vous l'a promis il y a 15 jours, on terminera sur un reportage sur Dishonored. Le fameux blockbuster. Et tout de suite, les news. Max Payne 3 se paye un dernier trailer, celui de son lancement, où l'on peut une nouvelle fois découvrir l'ancien flic devenu garde du corps au Brésil, à Sao Paulo. Un homme brisé, alcoolique, shooté au tranquillisant, un anti-héros en quête de rédemption que l'on pourra prendre en main dès le 18 mai prochain sur console HD. Un jeu 100% dans la thématique Rockstar que l'on attend avec impatience à la rédaction. And those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Hidden in the dark. Locked on a course of destruction. Time moves forward, and nothing changes. La démo jouable de Spec Ops The Line, le TPS militaire de Jaeger et 2K Games, situé dans un Dubaï en ruine, est désormais téléchargeable sur PS3 et Xbox 360. Si les possesseurs de PS3 peuvent la télécharger dès maintenant, sans limitation, sur XBLA la démo est provisoirement limitée aux abonnés Gold. Les autres devront attendre la semaine prochaine, le 15 mai pour être précis, afin d'essayer le jeu. La démo comporte plusieurs séquences assemblées tout spécialement pour elle, afin de tester différents types de gameplay. On commencera ainsi par une séquence de tir sur rail à bord d'un hélicoptère avant de passer au sol en mode TPS. Là, on pourra constater que le jeu reprend tous les éléments classiques du genre, cover system dynamique permettant de switcher de manière fluide d'un abri à un autre, changement d'arme, possibilité d'interagir avec certains éléments du décor pour ensevelir ses ennemis sous des tonnes de sable par exemple, et un système d'ordre très simple permettant d'affecter une cible à ses coéquipiers. Plutôt joli, Spec Ops The Line a été développé à partir de l'Unreal Engine et mise avant tout sur les effets de lumière et les bourrasques de vent soulevant le sable. Si le gameplay ne semble guère original, le contexte, lui, apporte un minimum de fraîcheur au projet. Très narratif, le jeu met en scène le capitaine Walker et ses hommes qui ne cessent de tchatcher, les voix françaises étant plutôt convaincantes. Ouais, c'est rien de le dire. Si la démo ne propose qu'une option de jeu solo, la version finale, elle, offrira pas mal d'options multijoueurs avec les classiques Deathmatch et Rally Point, mais aussi le plus original, Buried. Dans ce dernier, Tempête et Avalanche de Sable auront le premier rôle. Mais nous aurons l'occasion de reparler du jeu dès le prochain 18+, via une avant-première développée, en attendant la critique et la sortie du jeu calée au 29 juin prochain. La news est tombée il y a quelques jours, quelques heures seulement après le tournage des plateaux de ce Classé 18+, et elle fait un peu mal. Voici ce que déclare Kevin Levine sur le site officiel du jeu. Lorsque nous avons annoncé la date de sortie de BioShock Infinite en mars dernier, nous étions confiants concernant le calendrier. Depuis, nous avons réalisé que certaines itérations et améliorations spécifiques pouvaient faire de Infinite une expérience encore plus incroyable. Du coup, afin de donner à notre talentueuse équipe le temps nécessaire, nous avons décidé de repousser la date de sortie du jeu au 26 février 2013. Le directeur créatif d'Irrational Games se justifie ensuite en précisant que le premier BioShock avait lui aussi été repoussé de quelques mois et que, sans ce délai, les Big Daddies n'auraient pas été les mêmes. On apprend également que le jeu ne sera pas présenté à l'E3, Irrational Games préférant représenter BioShock Infinite une fois les modifications apportées. Parmi celles-ci, si l'on en croit la rumeur qui court, on pourrait trouver une option multijoueur. On notera également que quelques jours après l'annonce du report de BioShock Infinite à 2013, Bethesda dévoilait enfin la date de sortie de Dishonored, calée au 12 octobre prochain. Et oui, le jeu français voit là son principal concurrent disparaître provisoirement des plannings, ce qui ne peut que les arranger.
Ghost Recon Future Soldier nous propose aujourd'hui une vidéo trailer sous la forme d'un témoignage, celui du capitaine CF qui a préféré garder l'anonymat. Ubisoft mise en effet énormément sur l'authenticité et le réalisme de son jeu, avec des personnages forts et un système d'ordre complètement repensé à la fin de son développement. Récemment passé Gold, ce TPS tactique fera l'objet d'un reportage dans le prochain Classé 18+, avec les interviews du directeur créatif et du lead game designer du jeu. I remember after the first tour arriving back home, it was kind of weird. I mean, sure, I was happy to see everyone, especially my wife, but I just wanted to get back in it. You know, civilian life was like walking around in black and white, but when you're on an op, everything is in full-blown color. When you walk through a storm, hold your head Charlie 1-2 on up November. high. Close on the target. Okay, let's go. Don't The one thing you can always count on in Special Forces is you will always be outnumbered and outgunned. You have to be smarter than the enemy, use speed, surprise, and violence of action. Synchronizing an attack is one way of overwhelming an enemy and appearing like a far larger force than you actually are. 4 guys, working together to become greater than the sum of the individuals. This is the essence of our union. The best way to love my family is to focus on my boys and get my ass home in one piece. Fin avril, Todd Papy, qui supervise le développement de God of War Ascension, a confirmé et dévoilé sur le PlayStation Blog US la présence d'un mode multijoueur. Après les titans de God of War 3, les développeurs souhaitaient apporter quelque chose de neuf à la saga via cette préquelle et se lancèrent donc un nouveau défi, le multi. Mais pas n'importe quel multi, un multi à l'échelle du jeu. On découvre ainsi une espèce de méga cyclope ayant la taille d'un titan apparaissant au cours d'une partie multijoueur. Jouable jusqu'à 8, le multi proposé sera compétitif et opposera 2 équipes de 4 joueurs liées à l'une des 4 divinités du jeu, Zeus, Arès, Poséidon et Hadès. Ce choix déterminera les armes, pouvoirs et équipements des équipes, les personnages étant bien entendu totalement customisables. L'objectif des 2 équipes sera le contrôle d'une map, chacune proposant un mini-scénario et des événements scriptés. Todd Papy a également tenu à rassurer les fans quant au fait que cette option multijoueur n'impactera pas sur la qualité de la campagne solo, même s'il a précisé au cours d'une interview que celle-ci pourrait être légèrement plus courte que celle de God of War 3. God of War Ascension. if it's free porn for everyone, I am down. Si nous n'avons pas encore de vidéo à vous présenter, d'où l'utilisation du trailer de lancement du jeu original pour illustrer cette news, THQ et Volition ont annoncé pour la fin de l'année un standalone destiné à leur open world, Saints Row the Third. Appelé Enter the Dominatrix, il sera téléchargeable pour environ 30 € et se situera juste après les événements du jeu original. Il mettra en scène un nouvel ennemi extraterrestre, le conquérant Zinyak, qui observait la Terre depuis des centaines d'années. Ce dernier identifie les Saints comme la seule véritable force capable de contrer ses plans d'invasion. Du coup, ils s'emparent de leur leader pour l'emprisonner dans un steel-port virtuel façon Matrix. Désormais, les délires de l'équipe de développement n'auront plus aucune limite si vous acceptez d'ingérer la pilule bien entendu. On this land, I am torn. Le voici, il est là, le tout premier trailer gameplay de Assassin's Creed 3 qui nous dévoile certaines des features du jeu dont nous avions parlé dans le cadre d'un reportage diffusé dans un précédent classé 18+. On peut même y découvrir la fameuse arme secrète dont nous n'avions pas pu vous parler et qui se présente sous la forme d'une dague accrochée à un filin que l'on pourra projeter sur ses ennemis afin de les attirer à nous, voire les pendre à un arbre. On rappelle que le jeu met en scène un nouveau héros, Connor, et se déroule désormais en Amérique du Nord, au XVIIIe siècle, en pleine guerre d'indépendance. D'où la présence développée d'environnements naturels et des dangers représentés par la faune sauvage. Of their allegiance. While
men of courage write history of this day. The future of our land depends on those who are truly free. Bienvenue à Chicago, 47. Square Enix proposera un avant-goût de Hitman Absolution dès le 15 mai, le jeu complet étant toujours prévu pour le 20 novembre prochain. Il faudra pour cela avoir précommandé le titre chez le distributeur partenaire de l'opération, à savoir Micromania en France. Hitman Sniper Challenge pourra être téléchargé via un code sur Xbox 360 et PS3 et à partir du 1er août sur PC. Ce mode de jeu standalone permettra de débloquer un fusil sniper et 12 améliorations d'armes dans Hitman Absolution. L'offre court jusqu'au 20 novembre et touche bien entendu les joueurs qui ont déjà précommandé leur jeu chez le distributeur. Mais on pourra néanmoins continuer à jouer à Sniper Challenge après la sortie de Hitman Absolution. Comme s'il n'avait jamais existé. C'est toujours un plaisir de vous voir travailler. Wolfenstein 3D fête son 20e anniversaire. Même si le jeu est 12+, on ne pouvait pas passer à côté d'en classer 18+. Sorti au début du mois de mai 92, ce classique absolu et titre fondateur du genre FPS peut désormais se jouer gratuitement via votre navigateur internet. Il suffit pour cela de se rendre sur le site dont le lien vient d'apparaître à l'écran. John Carmack, le directeur technique d'ID Software, s'est également fendu une petite vidéo podcast de 25 minutes où il revient sur le développement de ce jeu mythique. Enfin, Wolfenstein 3D Classic Platinum sur iPhone, iPod Touch et iPad pourra être téléchargé gratuitement pendant une période de temps limitée. Une version proposant soit dit en passant une maniabilité assez médiocre. On vous conseille donc plutôt la version navigateur. Voilà de quoi faire un joli saut dans le passé avant de jeter un œil sur le tout dernier trailer de Call of Duty Black Ops 2, l'un de ses nombreux descendants. Et c'est d'ailleurs avec ce dernier que nous conclurons l'émission avant de vous faire part de nos impressions juste après en plateau. Ouais, Call of Duty Black Ops 2. Donc quand même c'est le blockbuster de cette fin d'année. Donc c'est le titre qui va certainement cartonner, comme ça cartonne tous les ans. Et donc c'est notre Call of Duty annuel. C'est une suite réalisée par Treyarch. Et donc on vient de découvrir le tout premier trailer. Eh ben on va vous donner nos premières impressions à chaud. Toi, de ton côté. Non, mais moi ça m'a fait rire en fait. J'ai trouvé super drôle ce trailer parce que déjà super original au niveau des idées avancées. Super crazy, des machines qui vont se retourner contre les humains, que les terroristes vont utiliser pour... Ça c'est bien, ça j'aime bien. Et puis moi c'est surtout un plan à la fin, tu sais quand t'enchaînes, parce que c'est un trailer façon action, tu vois, américain et tout. Tac tac, on t'enchaîne les plans avec les hélicos, les explosions, les bateaux, et tac un petit plan à cheval. Tu vois, pour mettre une petite dimension. Ouais, ce que j'aime bien dans le trailer, c'est que la première fois j'ai un petit peu halluciné en le voyant aussi, c'est le côté Michael Bay. Ouais. C'est-à-dire les mecs, en gros, ils font un peu n'importe quoi. Ouais. Ils vont partir dans toutes les directions. Le principal, comme dans n'importe quel film de Michael Bay, c'est que dans chaque plan, il se passe un truc, quoi. Ouais. Alors, il faut que tu aies des vrais hommes, tu vois, genre comme dans la bande-annonce, genre nous, on est là heureusement pour lutter contre la machine. Ouais. Et puis tu as également des hélicos dans tous les sens qui pètent, des explosions, machin, et un peu n'importe quoi. Je me disais, moi, ça me faisait penser à une news qui avait été faite par Seb dans 101%, où tu voyais des mecs qui avaient équipé des requins avec des lasers. Et je me dis, si les mecs de Treyarch voient cette vidéo, il y a des chances quand même qu'on se retrouve dans le jeu avec des requins laser contrôlés par Al-Qaïda.
C'est ça. Moi, j'aimerais bien que les chevaux, ils explosent, en fait. Si possible. S'ils peuvent, Treyarch, si tu veux, Jean-Michel Treyarch, si tu nous écoutes, fais exploser les chevaux, ça fait plaisir. Bon, on se moque, mais c'est vrai qu'au moins, ils ont visiblement essayé de faire un effort pour changer un petit peu le contexte. Donc maintenant, ça se passe en 2025. Ouais. Donc ils vont marcher un petit peu sur les plates-bandes de Ghost Recon Future Soldier, clairement, avec du drone, avec des robots, etc. Donc bon, ça va peut-être apporter un chouille de nouveauté. Ouais, Mais même bon, si en faisant ça, enfin évidemment ils empiètent sur les plates-bandes de Metal Gear aussi, ouais. Future Soldier, mais ouais aussi Metal Gear parce que tu vois il y a des robots, il y a des trucs, mais aussi Modern Warfare parce qu'en même temps Modern Warfare, je veux dire c'est la guerre moderne tout ça. Avec mais là, les c'est un peu plus drones, avec les futuriste. trucs, donc là c'est un petit peu plus futuriste. D'accord, ouais, à voir, hein, à voir. D'ailleurs, moi, j'ai pas joué à Black Ops tout court, donc je sais pas, ça m'intéresse pas. ça nous intéresse pas des masses, mais bon, on en parlera quand même de toute manière dans l'émission. Et on va maintenant voir la critique flash de The Walking Dead, le premier épisode. Telltale Games est un développeur américain fondé par des anciens de LucasArts, qui s'est spécialisé dans les jeux épisodiques basés sur des licences célèbres. Après 3 saisons de Sam & Max toujours plus perchées, l'excellente série Tales of Monkey Island, ou encore l'OVNI Strong Bad School Game for Attractive People, la qualité des productions Telltale avait malheureusement baissé d'un cran. Leur série Retour vers le futur n'était pas franchement palpitante, tandis que leur jeu Jurassic Park tenait plus de Dragon Slayer qu'autre chose. Bref, Telltale nous avait habitués à mieux. Le studio est de retour avec une nouvelle série en 5 épisodes, basée sur le comic book culte de Robert Kirkman, The Walking Dead. Cette odyssée au pays des zombies est devenue un classique de la bande dessinée d'horreur, et a même engendré une série télé. Une licence potentiellement juteuse pour Telltale donc, mais dont on attendait forcément l'adaptation en jeu vidéo avec prudence, au vu des déceptions mentionnées plus tôt. On peut au moins crever l'abcès immédiatement, le premier épisode de The Walking Dead s'avère une excellente surprise, et probablement le meilleur jeu de Telltale depuis le dernier Sam & Max. Le jeu est parvenu à trouver le bon équilibre entre vrai jeu d'aventure avec dialogue, puzzle et objets à ramasser, et une dimension cinématographique qui permet de mettre en scène avec brio les assauts des zombies. Il s'agira alors de réagir vite pour survivre, le jeu prenant la forme de QTE intelligent qui ne casse pas l'immersion. Dans The Walking Dead, on vivra une histoire se déroulant peu avant les événements du comic book et on croisera quelques personnages de ce dernier. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Le joueur incarne Lee Everett, un ancien professeur d'université. Alors que le jeu commence, Lee se trouve à bord d'une voiture de police en route vers la prison d'Atlanta. Comme on l'apprend rapidement, Lee a tué un homme, même si les circonstances exactes de ce crime ne seront révélées que petit à petit. Alors que Lee semble s'être résigné à son destin, la voiture culbute un étrange type qui titubait au milieu de la route. C'est l'accident. La voiture quitte la route et finit dans le fossé. En reprenant ses esprits, Lee réalise qu'il est entouré de morts vivants. Rapidement, il fera la connaissance de Clémentine, une petite fille qu'il décidera de protéger. Commence alors un long périple en territoire zombie, mais bien évidemment, les vivants sont peut-être bien plus dangereux que les morts. The Walking Dead est une belle réussite sur de nombreux points. L'histoire est prenante, le doublage sans fausse note, l'ambiance oppressante à souhait. Le style graphique adopté par Telltale, proche de celui des premiers tomes du comic book, est également un des gros points forts du jeu. Enfin, Telltale s'est inspiré des productions BioWare en adoptant le principe de la persistance. Les choix du joueur sont gardés en mémoire et influenceront subtilement l'évolution du jeu. On attend de voir quelles seront les répercussions dans les prochains épisodes. Le seul vrai défaut de The Walking Dead, c'est une fois de plus les problèmes d'optimisation du moteur maison de Telltale, qui a une fâcheuse tendance à saccader au moment clé. Bien que moins prononcé que dans Jurassic Park, ce problème reste vraiment agaçant car il ruine l'immersion si joliment installée par les auteurs. Malgré cela, The Walking Dead est peut-être le premier vrai jeu vidéo de zombies. Un jeu où le but n'est pas de tuer des zombies, mais où l'accent est mis sur les personnages, leurs interactions, leurs démons et comment la véritable nature des uns des autres est révélée par l'apocalypse environnante. En tout cas, on ne peut qu'être heureux de voir Telltale se relever d'entre les morts et on attend désormais la suite avec impatience.
Donc, comme le disait Julien dans sa critique, c'est vrai que Telltale Games, là dernièrement, nous avait un petit peu déçus. On avait Jurassic Park, qui était une espèce de jeu sur rail, genre plutôt pourri, en plus mal réalisé. Et on avait également Retour vers le futur, qui a franchement pas séduit grand monde. Et donc on s'attendait quand même, genre, pas au pire, mais on était un peu circonspect par rapport à ce que pouvait donner The Walking Dead. D'autant plus que c'est quand même un comics qui est ultra fort. La série, moi je la connais pas, je l'ai pas vue. Mais en tout cas, le comic, j'avais bien accroché. Toi, tu y as joué? Alors donc moi j'ai lu le comics, il me semble que j'ai pas lu le dernier tome, mais je suis parti loin. Genre jusqu'au tome 13 ou 14, une connerie comme ça. La série, je l'ai suivie aussi, et en fait, le jeu, je l'ai tué hier soir, l'épisode 1, donc l'épisode qui est sorti là, jusqu'à présent. Et figure-toi que non, j'ai été agréablement surpris, en fait. Comme Julien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, du coup? Qu'est-ce qui se démarque un petit peu? En fait, pour le coup, tu ressens vraiment cette ambiance The Walking Dead, c'est-à-dire les trucs qui sont propres à The Walking Dead et qui ne le sont pas forcément pour toutes les autres productions de zombies, tu vois, tu retrouves pas les clichés des... Bon, tu retrouves un petit peu des clichés, un petit peu du jumpscare quand il y a un zombie qui arrive derrière toi, mais t'as quand même cette ambiance Walking Dead, ces relations avec les personnages qui sont pour le coup vraiment approfondies. Tu vois, les dialogues sont bons. Les dialogues, ils sont bons, les comédiens qui doublent, ils sont là. Et puis, les situations dans lesquelles on te met, ça reste cohérent, tu vois. Et ce que tu fais, ce que tu décides, ça reste cohérent. Et aussi, j'aime bien, même si c'est assez restreint quand même comme délire, j'aime bien la dimension multipass. Ouais. En fait, en fonction des choix que tu fais, tu vas avoir autre chose. En fonction des personnes que tu vas sauver, t'auras pas le même déroulement. Et ça va jusqu'à à la fin de l'épisode, tu sais, quand tu termines le truc, on te fait un petit teaser du prochain épisode qui prend en compte tes décisions, tu vois. Donc c'est sympa parce que on va avoir 5 épisodes comme ça. Et du coup, tu vas avoir une replay value super sympathique en fait. Et tout ça pour seulement 20 € si t'achètes environ 20 € si t'achètes tout le pack, ou 5 € si t'achètes que l'épisode. La replay value elle est en place, et pour un jeu de ce prix-là, c'est plutôt agréable. Donc mais par contre, faut savoir que c'est l'histoire avant tout, quoi. T'es pas dans un survival, c'est pas un Resident Evil. Je trouve que t'as des phases un petit peu QTE, genre pour tout ce qui est action. T'as des phases d'action où tu dois diriger le curseur, tout ça, et puis tu dois appuyer sur le truc. Avec un timing assez serré, hein. On te laisse pas le temps de faire ce que tu veux, tu vois. Si tu croones un petit peu, si tu slack un peu, tu te fais manger. Et puis basta. Mais les différentes morts sont originales, et puis sont différentes déjà. Et puis et ensuite ils arrivent à travers l'histoire, l'ambiance, la mise en scène à te mettre une pression. Voilà, une pression que tu ressens clairement dans le comics, un petit peu moins par moment dans la série, parce que dans la série t'as la meuf du shérif qui énerve tout le monde, celle qui a joué dans Prison, elle énerve tout le monde, elle est énervante, elle énerve tout le monde. Donc voilà, mais si tu la retires, elle, et si tu retires quelques autres idées un petit peu aléatoires, il y a des bonnes choses dans la série aussi. Et donc c'est agréable de voir qu'en jeu vidéo aussi, les mecs sont capables de faire preuve d'inspiration. Très bien. On va voir un autre titre, un titre indé, donc qui est une espèce de Silent Hill en 2D, et donc qui a priori fait vraiment peur. Et c'est Gap qui fait la critique. Le nom de Jasper Byrne, unique membre du micro-studio Superflat Games, ne doit certainement rien vous dire. Ce game designer indépendant n'a clairement pas la notoriété d'un Notch ou d'un Jonathan Blow, même si son travail est surveillé depuis quelques années par les amateurs de survival horror. Après s'être fait un nom en 2008 avec Sunless Mountain 2, un remake 2D de Silent Hill 2, Jasper commença à travailler sur un nouveau projet, Lone Survivor. Après un développement un poil chaotique, ce survival horror 2D nous arrive enfin sur PC, et c'est clairement un jeu à ne pas manquer si vous aimez le genre. Lone Survivor joue sur de nombreuses peurs, dont celle de l'inconnu. Vous vous réveillez un matin bloqué dans votre immeuble à cause d'une invasion de zombies et décidez de chercher des survivants. Cet objectif est la seule information concrète dont le joueur dispose. On ignore ainsi qui on est, le personnage étant désigné par toi, depuis combien de temps on demeure dans cet immeuble, quand la catastrophe est arrivée et quelle est sa nature, ou même si l'on est encore sain d'esprit. De nombreuses situations n'ont aucune explication logique, comme ce passage où vous débarquez dans une petite fête en plein milieu de l'apocalypse.
À vous d'apporter votre propre explication, que ce soit la folie, des phénomènes paranormaux ou autre chose. En jouant entièrement sur les non-dits, Lone Survivor marche sur un fil. De nombreux titres s'y sont cassés les dents, comme I Am Alive dernièrement. Mais ici, ça fonctionne. Ça marche même extrêmement bien. Lone Survivor réussit à créer une ambiance singulière absolument terrifiante, à la croisée de Silent Hill, Eternal Darkness et Twin Peaks. Nous éviterons de trop vous spoiler, l'effet de surprise est une composante majeure du titre. Sachez seulement que Jasper Byrne est un grand fan de Silent Hill. Les 3 fins différentes dépendent ainsi de votre manière de jouer et le rôle central de votre chambre n'est pas sans rappeler le 4e épisode de la série de Konami. Lone Survivor est entièrement en 2D. Un choix étonnant pour un survival horror, certainement motivé par des raisons techniques, mais dont Jasper Byrne a su tirer parti pour nous offrir un excellent gameplay. Comme dans Silent Hill, il faut effectuer des allers-retours entre plusieurs zones pour trouver la bonne clé ou l'objet adéquat permettant d'accéder à l'étape suivante. Ce type de level design génère des défauts récurrents, comme une certaine répétitivité des lieux visités et parfois même de l'ennui. Jasper Byrne n'essaye pas de résoudre ces problèmes, mais les contourne via de nombreuses astuces. Tout d'abord, les monstres ne constitueront pas les seuls obstacles à votre survie. S'ils peuvent vous tuer, la faim et le manque de sommeil le peuvent également. Vous devrez donc souvent retourner chez vous à l'aide des miroirs disposés un peu partout, afin de dormir et sauvegarder votre partie par la même occasion. Trouvez des denrées alimentaires, mais également des ustensiles. Et oui, sans gaz et ouvre-boîte, cette boîte de haricots vous sera inutile. Et pour éviter de sombrer dans la folie, vous aurez une peluche, puis une Game Boy pour vous occuper. L'interface très réduite est également un choix judicieux, accentuant l'immersion et la panique. Pour connaître les besoins de votre personnage, vous devrez écouter les battements de son cœur et ses paroles. En guise de tutoriel, vous n'aurez droit qu'à quelques inscriptions sur le mur de votre chambre indiquant comment vous battre. Ces combats sont également un autre point central du jeu, mais par combat, entendez plutôt rencontre avec des ennemis, l'affrontement n'étant qu'une option. Vous pouvez bien évidemment leur tirer 3 balles dans la tête, les munitions n'étant pas rares dès qu'on a trouvé le moyen d'en avoir rapidement. Mais vous avez aussi la possibilité de passer discrètement, en vous camouflant dans la pénombre ou en les attirant avec un morceau de viande avariée. Enfin, vous pouvez neutraliser temporairement les monstres en déposant des fusées de détresse au sol façon Alan Wake. Si ces combats sont assez basiques dans leur déroulement, ce n'est pas bien grave. La peur qui distille est bien présente. Peur qui ne nous quittera pas lors des déplacements, grâce à une map et une construction des niveaux pas évidentes à comprendre. Si le jeu est en 2D, l'immeuble dans lequel on évolue est en 3D. Le seul bémol serait l'inventaire, légèrement fouillis, mais cela reviendrait à chipoter tant les autres éléments du game system sont réussis. Lone Survivor ne sera sans doute pas une référence citée par de nombreux game designers dans quelques années. L'hommage à Silent Hill est en effet un peu trop frappant, que ce soit dans le design des monstres, dans le gameplay ou dans la sublime bande-son typiquement yamaokienne, alternant morceaux rock légers et lourdes pistes d'ambiance. Mais le jeu de Jasper Byrne restera certainement gravé dans la mémoire de ceux qui y auront joué. La peur primaire et la folie constante se dégagent de cette œuvre dérangeante, et ce, grâce à de nombreux petits éléments. Des personnages dont on ne sait rien, le masque couvrant le visage du personnage ressemblant à un sourire difforme, d'énormes pixels cachant quelque chose. Nul doute que Lone Survivor est le survival horror de ce début d'année, concurrençant le dernier Silent Hill sur son propre terrain. Alors oui, l'aventure n'est pas dénuée de défauts. Le plus gros est certainement sa faible durée de vie, environ 5 heures. Mais est-ce vraiment grave au regard des nombreuses qualités du titre ? Lone Survivor ne coûte ainsi que 10 € sur Steam. Une expérience perfectible mais terriblement marquante vaut-elle le prix d'un menu hamburger et glace au fast-food du coin ? De notre côté, la réponse est un grand oui. Alors, à la base, je dois t'avouer que quand j'ai vu sur le conducteur, j'ai vu Lone Survivor, au début j'avais cru lire Lone Soldier. Ouais. Et en fait, Lone Soldier, c'est un third-person shooter qui est sorti sur PS1, il y a Zion. Et en fait, il avait cette particularité qu'en fait, c'était le jeu le plus merdique au monde. C'est vraiment le jeu le plus merdique au monde. Le jeu le plus merdique ever. Et donc au début j'ai eu peur, je fais putain c'est quoi, c'est une préquelle, c'est quoi, c'est chaud, donc mais au final non, au final c'est bien, ça n'a rien à voir. Mais par contre c'est noté, hein, si jamais ils sortent une conversion HD de Lone Soldier, c'est pour toi. Ah s'il te plaît. Bon, maintenant on va voir tout de suite un petit 3 minutes pas plus pour un jeu 3+, et il s'agit d'un running game.
Et non, on ne va pas parler dans ce 3000 peu plus de Beat Trip Runner 2, désolé. La sortie du jeu Gaijin Games n'étant pas prévue avant la fin de l'année sur PS3 et Xbox 360. Non, mais nous allons néanmoins parler d'un running game dans la droite lignée de Beat Trip Runner ou d'un Cannabalt. Son nom, Too Fast for Gnomes. Et comme les premiers titres Gaijin, ce jeu est téléchargeable via le WiiWare et fait donc partie des derniers vrais jeux disponibles sur cette plateforme de téléchargement. Accessible pour 500 points Wii, ce jeu solo met en scène des gnomes envoyés par leur roi à la recherche d'une princesse et si possible d'un max de chaussettes. Running game oblige, votre gnome détale tout seul, à toute vitesse, bien plus vite que le commandeur vidéo de Beat Trip en fait. Votre tâche consistera donc à le faire sauter par-dessus les obstacles tout en essayant de ramasser toutes les chaussettes dispersées dans les niveaux. Rapidement, vous obtiendrez de nouveaux pouvoirs comme la possibilité de planer et de prendre des courants d'air ascendants à l'aide de ce qui semble être votre caleçon. Vous pourrez ensuite switcher entre différents gnomes, comme Berserk, qui peut éclater certains obstacles et résister à des tornades, ou encore le Super Rapid Speedster et Uncle Time, qui se débloquent plus loin dans le jeu. Il conviendra donc de passer très vite de l'un à l'autre pour venir à bout des 80 niveaux alignés, ces derniers proposant une difficulté relativement élevée. Heureusement, des checkpoints seront disséminés dans les niveaux et vous permettront de ne pas tout reprendre de zéro, ce qui rend finalement Too Fast for Gnomes moins punitif qu'un Beat Trip Runner. Tout comme le jeu Gaijin Games, on appréciera le fait que les parties s'enchaînent à toute vitesse. Dès que vous échouez, en tombant dans un trou ou en vous écrasant contre un mur comme une vieille patate, paf, ça repart direct, sans pause ni chargement quelconque. Très speed et assez malin dans son level design, Too Fast for Gnomes propose un gameplay réellement frénétique où la vitesse d'exécution doit aller de pair avec un sens aigu du timing, nécessitant de connaître les niveaux par cœur. On notera également que chaque gnome se joue différemment. Berserk, par exemple, ne se contente pas de péter les obstacles. On peut aussi l'utiliser pour réaliser des mini-jumps et couper net un saut afin d'atterrir plus rapidement. Des subtilités qui rehaussent l'intérêt du jeu. Le titre de Cubic Games souffre malheureusement d'une direction artistique relativement quelconque et d'une rejouabilité limitée, le fait d'obtenir toutes les chaussettes d'un niveau ne débloquant rien, pas même une petite médaille en carton. Mais si vous êtes en manque de jeux sur Wii, Too Fast for Gnomes se présente comme un bon petit titre 100% gamer. On va maintenant voir le reportage consacré à Dishonored. Donc Dishonored, nous, c'est un titre qu'on attend vachement. Et donc c'est développé, on le rappelle, par un studio français qui s'appelle Arkane. Et c'est édité par Bethesda. Et c'est un jeu qui clairement va venir concurrencer BioShock Infinite. Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'il propose un univers qui est vraiment très original. Donc un petit peu steampunk, avec des idées un peu barrées. Et on incarne dans le jeu, qui se présente en vue subjective comme BioShock Infinite, on incarne un assassin. Et donc du coup, il y a beaucoup d'infiltration, beaucoup d'actions, ce qui nous a été présenté donc, aux Invalides par les développeurs qui ont fait 2 sessions de jeu. Une session de jeu où en fait, ils faisaient tout un niveau uniquement en infiltration, sans tuer personne, sinon les victimes désignées. Et une deuxième session de jeu dans le même niveau, où cette fois-ci, c'était pure action. Donc là, ils sortaient toutes les armes, etc. Tout était débloqué et c'était franchement spectaculaire. Et ensuite, on a eu une 3e session avec les 2 directeurs artistiques du jeu qui sont venus présenter l'univers, les influences, les inspirations, ce qu'ils ont voulu faire, en nous montrant plein d'artwork, plein de photos qui ont été prises à Londres et en Angleterre en règle générale, et c'était carrément passionnant. Et franchement, c'est un jeu qu'on attend vraiment beaucoup. Et donc maintenant, on va voir 2 interviews, les 2 interviews des directeurs créatifs du jeu. C'est aux Invalides à Paris que Dishonored a été présenté à la presse par ses développeurs et directeurs artistiques au cours d'un événement spécial. L'occasion pour nous de découvrir ce jeu d'infiltration-action à la première personne, doté d'un univers particulièrement travaillé et séduisant, mais aussi de rencontrer ses 2 directeurs créatifs, Harvey Smith et Raphaël Colantonio. Harvey Smith, connu pour avoir co-designé avec Warren Spector les Deus Ex, sortis au début des années 2000, revient pour nous sur le début de sa collaboration avec le studio français Arkane et sa rencontre avec Raphaël. So Raphael Colantonio and I have been friends for many years, and there was an opportunity to come work with Arkane about 4 years ago. And at some point we met with Bethesda and started talking about making a game together, and that's how Dishonored was born. Mainly, Raph and I have known each other for a long time, and we both love the exact same type of game. First-person immersive games with lots of strategic play and minor role-playing elements mixed in. It's a funny story how I met Raphael. We both got into the industry 18 years ago because we were big fans of Ultima Underworld, our favorite game of all time, and we both started working for EA at the time, him in Europe and me for Origin, that was owned by EA, and I ended up as lead tester for System Shock, the floppy and the CD version. I worked on it for 10 months. I was just in a support role, and the team was incredibly brilliant and generous, and I learned a lot. But what I didn't know is that over in Europe at the same time, Raph was also testing the game for them and was
completely excited and engaged by working on this type of game, similar to Underworld and by the same people. And so we both got our start that way, and then over the years we've both been drawn to these games that other people have made, like Thief or Bioshock or Far Cry 2 or Stalker. And along the way we've both worked on games that have been of this type of game, like Raph made Arx Fatalis and Dark Messiah Might and Magic. I worked on the Deus Ex games, and so it was just like a natural progression, wanting to work together. Les années sont passées et ensuite, bien plus tard, donc quand j'ai quitté Electronic Arts, que lui il avait aussi quitté Electronic Arts, et donc Origin, pour travailler sur Deus Ex avec Iron Storm. À un moment donné, donc quand j'ai monté, on avait la boîte en France, Arkane Studio, et quand j'ai monté Arkane aux États-Unis, je me suis dit je vais monter au Texas, à Austin, puisque c'est là où il y a beaucoup de jeux qui ont été faits que j'ai adoré. Et donc ça a été une opportunité aussi pour Harvey, quelques années plus tard, de nous rejoindre. Arkane possède donc un studio au Texas, à Austin, ainsi qu'un studio en France, dans la ville de Lyon. Les deux studios n'en fonctionnent pas moins comme une équipe unique, mais dispersée à travers le globe. Débuté il y a 3 ans maintenant, le développement de Dishonored a commencé autour d'une idée assez précise. Mais si les intentions de départ restent très proches du jeu que l'on a pu découvrir aux Invalides, de nombreux détails ont changé. Our intentions with Dishonored involve playing a supernatural assassin in a steampunk city, and so we wanted the game to be first person, very immersive, with lots of mobility powers like lean and slide and climb, but also supernatural powers like stop time and teleport and possession, things like that. Harvey et moi, on est des fans de Lovecraft et Cthulhu, etc. Donc on s'était dit on va faire un truc bien hardcore, où en fait à chaque fois qu'on doit faire un pouvoir, ça coûte des points de santé mentale. Enfin, on a été vraiment dans ce truc-là. Et puis finalement, en avançant, on l'a rendu un peu plus accessible, dans le sens où même pour nous c'était trop, quoi. Donc la magie était trop subtile, donc on est rentré dans une magie un peu plus évidente. Et ensuite on a rajouté la technologie, et donc c'est comme ça que l'univers est devenu son propre univers. Mais le gameplay n'est pas le seul élément à avoir évolué en cours de production. Les environnements du jeu ont également connu de nombreuses itérations. And this steampunk city sort of came about organically as we went. Initially we didn't plan on that setting particularly, but we started with an old Europe city in the 1600s, and slowly we moved it forward in time and collaborated with our art director Sebastian Mitton and our visual design director Victor Antonov, and that's how the steampunk city was born slowly. La première fois qu'on a travaillé en fait avec des vrais artistes, on va dire, qui viennent de l'architecture, parce que sur Arx on avait déjà un super artiste, super art directeur, mais là mais il était assez souple, on va dire. Donc là, ce qui fait qu'en fait c'était encore un petit peu à l'ancienne école. Mais la première fois qu'on a vraiment travaillé avec des artistes qui étaient aussi forts dans le sens à imposer en fait ce qu'ils voulaient, ça a été déjà durant Dark Messiah, en fait, le premier jeu. Donc on avait déjà effectivement Sébastien qui travaillait avec nous, Sébastien Mitton, il avait travaillé avec nous. Le directeur artistique à l'époque c'était Daniel Balage, mais c'était déjà la première génération de jeux en fait, puisqu'on avait le moteur d'Half-Life. Donc on a déjà Victor qui consultait un peu pour nous, et ça a commencé à être le clash un peu entre l'architecture et le gameplay. Puisque d'un coup, parce qu'en fait il y avait une réalité, c'était comment on fait un environnement qui a l'air réaliste et beau, mais qui en même temps soit fun. Et ça a été toujours la poule et l'œuf depuis le 2005, quand on était sur ce jeu, sur Dark Messiah, c'était un peu l'horreur, quoi. C'était vraiment comment est-ce qu'on fait quelque chose de beau. Et c'était le problème pour toutes les boîtes d'ailleurs, hein, c'était pas juste nous. Et Valve l'avait déjà eu avec Half-Life 2 quelques années avant. Et ce qui fait qu'on a, au début, ce qui était effectivement un clash et compliqué à gérer, puisque c'était le gameplay qui casse l'architecture, l'architecture qui casse le gameplay. C'était un peu une guerre, mais bon, c'était une bonne guerre, puisque c'était quand même pour arriver à un but qui était commun. C'est devenu une méthodologie. On va maintenant conclure ce petit reportage en s'intéressant au héros du jeu et à certains de ses pouvoirs. Mais commençons d'abord par le héros. In Dishonored, you play Corvo Attano, who is the bodyguard to the Empress, and he is falsely accused of her murder and framed for it. And
we wanted to go with this classic universal story so that we could draw players in, because what's really important to us is the minute-to-minute narrative that the player creates with his own gameplay. Les nombreux pouvoirs surnaturels de Corvo ont fait l'objet de séances de prototypage intenses, sachant que la plupart d'entre eux peuvent être combinés. L'un des pouvoirs qui a attiré notre attention est la possession, qui permet au joueur de déplacer son corps tout entier et pas seulement son esprit. Le fait que la possession en fait soit corporelle, dans un sens où on rentre dans la personne et ensuite on l'utilise comme un véhicule en fait, vient du fait que c'était un filtre qu'on a appliqué à tout le design un petit peu. On voulait un jeu assez rapide, parce que souvent les jeux d'infiltration sont un peu lents, on doit attendre pendant longtemps, on doit observer la patrouille, ensuite on voulait ça aussi, mais on voulait aussi avoir la possibilité d'accélérer un peu le rythme. Et le problème de posséder un corps à distance, c'est qu'en fait on peut pas faire grand chose avec, parce qu'une fois qu'on est rentré dans l'endroit infiltré, ensuite si dès qu'on le dépossède on se retrouve dehors, on n'a rien gagné. Donc c'est pour ça qu'en fait on a trouvé ce petit twist pour en fait utiliser que ce soit un rat ou que ce soit un personnage humain pour pouvoir l'utiliser comme un véhicule en fait. Dishonored nous a séduits, grâce à l'originalité de son univers et sa direction artistique, mais aussi l'impact et la dualité de son gameplay permettant de réellement se la jouer infiltration ou action. En tant qu'assassin, vous aurez ainsi la possibilité de faire passer certaines exécutions pour des accidents. Un détail parmi d'autres, beaucoup d'autres, qui semble annoncer une énorme rejouabilité. Comptez sur nous pour vous reparler très vite de ce jeu d'action infiltration plus que prometteur, qui pourrait créer l'événement en 2012, d'autant plus que la sortie de son principal concurrent BioShock Infinite vient tout juste d'être repoussée à début 2013. Voilà, vous avez découvert Dishonored. Donc comme on le disait avant, c'est un jeu qu'on attend pas mal. Donc j'imagine que toi aussi, Médoc. Ouais, non, clairement. Donc là, on va voir vraiment, on le disait je crois il y a 15 jours, il y a un paquet de FPS qui sortent à l'air de rien cette année. Ouais. Et malheureusement, il va être classé dans cette catégorie. Et oui, puisque le jeu est en vue subjective, même si c'est pas du bourrinage, du pur jeu d'action, ça reste quand même un FPS. Et donc vu qu'il y en a 7 ou 8 qui sortent cette année, on n'a pas tous un portefeuille genre monstrueux. Et donc il va falloir faire des choix. Et on a peur que certains titres originaux payent le prix. Donc alors que Call of Duty, c'est quasiment gagné, qu'ils vont en vendre Black Ops 2, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Tu crois? Mais ça va se vendre direct. Les gens vont foncer l'acheter. Et donc c'est malheureusement du coup Dishonored risque de payer le prix. Ouais. Et peut-être même BioShock Infinite ou d'autres titres intéressants. Non, Thierry, tu veux que je te dise pourquoi non? Parce qu'on sera là pour dire à la jeunesse ça achetez pas. Voilà pourquoi cette année ça va se passer autrement. Notre rôle un petit peu de conseiller. Ouais. Bon, on se retrouve maintenant dans 15 jours pour un nouveau Classique du Plus avec, si tout va bien, la critique d'un autre titre très attendu, Max Payne 3, et on aura également d'autres reportages et puis des petites avant-premières sympathiques. Ouais, Showtime aussi. Et Showtime aussi, et 3 minutes pas plus. Salut tout le monde, à dans 15 jours.